Donc bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux au lieu d'Europe, alors qu'il y a une activité absolument fantastique ce soir à Strasbourg. Je ne sais pas si vous avez vu le programme, mais je pense que la thématique de cette conférence et les intervenants ont fait que vous avez absolument voulu assister à celle-ci. Vous avez absolument raison. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le lieu d'Europe, j'en dis quelques mots. Donc c'est un lieu d'information sur l'Europe au sens large, l'Europe de l'Union européenne, l'Europe du Conseil de l'Europe, l'Europe de ses valeurs, de sa richesse, de sa diversité. On y fait de la formation, de l'animation, on y mène tout un programme d'activités, comme par exemple des conférences comme ce soir, mais aussi des concerts, des débats, des rencontres, des lectures. Et je suis ravie d'accueillir le début de ce deuxième cycle en partenariat avec l'université. Mathieu Schneider vous en dira quelques mots pour sa part. Un cycle qu'on avait commencé au printemps dernier avec 4 conférences, avec notamment Enrico Letta, avec Catherine Trottmann. Donc ces conférences ont vocation à présenter des témoins sur les questions européennes et surtout à provoquer le débat avec la salle, débat qui sera orchestré aussi par un universitaire et des étudiants. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et je passe la parole à Mathieu Schneider de l'université. Merci, merci à Anne Bio de nous accueillir. J'ai noté, chère Anne, que vous avez dit que c'était la 2e saison et non pas la seconde, ce qui laisse supposer en français qu'il y en aura une 3e. Voilà, donc juste 2-3 mots pour repréciser le contexte de ces grands débats sur l'Europe. L'idée, elle est très simple. Strasbourg est une ville européenne, par nature, par vocation, et l'université de Strasbourg, si je puis dire encore plus, elle porte de nombreuses formations dans le domaine européen, que ce soit bien sûr dans le droit, dans les sciences politiques, en histoire, en langue, dans le domaine culturel, et elle fait aussi beaucoup de recherches dans ce domaine-là. Et donc on avait décidé avec la ville de conjoindre nos forces pour essayer de questionner un peu le sens de l'Europe à une époque où, quand on les a lancées l'année dernière, on sortait des élections européennes de mai 2014 et qu'on sentait un certain essoufflement auprès de la population. Alors certainement si vous êtes là ce soir, c'est peut-être que vous êtes convaincu, ou au contraire que vous êtes sceptique et que vous êtes là pour participer au débat et pour dire non, je ne suis pas d'accord. Donc l'idée, c'est justement qu'on puisse susciter un débat citoyen autour du rôle de l'Europe, une Europe qui n'est pas seulement bureaucratique. Louise Weiss, que nous aimons beaucoup à l'université, à qui nous avons dont nous avons repris le nom pour un prix littéraire, disait que dans ses mémoires d'une européenne, que l'Europe s'est construite sur la notion de paix et la notion de démocratie. En 1950, en 1960, pour les générations de l'époque, c'était une évidence que construire la paix, c'était important quand on sortait de la guerre. Pour ceux qui sont nés plus tard et qui n'ont pas connu la guerre, c'est peut-être pas la même évidence. Et donc c'est peut-être un sens qu'il faut donner à l'Europe ensemble, et c'est pour ça donc que nous voulons la questionner sur un certain nombre de questions, de thématiques. L'année dernière, nous avons abordé des thématiques économiques, des thématiques de politique de construction européenne, des thématiques culturelles, et nous avons prévu pour ce soir d'aborder avec le général Olivier de Barinkov la question de la défense européenne. Si je puis dire, l'actualité nous a rattrapés et peut-être jamais depuis quelques décennies la question n'a été aussi brûlante de notre défense et de la défense européenne en général. Je ne veux pas préempter le débat qui va venir, et donc je passe la parole à Alexis Vallas, donc, qui est enseignant-chercheur à l'Institut d'études politiques de notre, donc Sciences Po vulgairement, de notre université, et qui va modérer le débat et qui va nous présenter immédiatement notre invité, que je remercie très chaleureusement d'avoir accepté de faire le trajet jusqu'à Strasbourg, dans un lieu qui lui est, on a un petit peu des interférences, qui lui est très familier. Alors merci mon cher vice-président. Mon général, on s'assoit ou on reste debout à l'américaine? On s'assoit, ça. Alors quelques mots de présentation avant d'entrer dans le vif du sujet. Une formation militaire de premier plan, Saint-Cyr, l'école de guerre, mais aussi le CHEM et l'IHEDM. Et puis un parcours de commandement également exemplaire avec une expérience internationale très large qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Donc chef de corps du 1er régiment de hussards au début des années 2000, alors que ces parachutistes sont envoyés, déployés, employés au Tchad, en Côte d'Ivoire, au Kosovo. Vous avez ensuite participé à des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, telles que la Force-Pronu en Bosnie-Herzégovine, la FINUL au Liban. Et surtout, vous avez été chef d'état-major de la force internationale, la FIAS ou ISAF, de l'OTAN en Afghanistan.
et vous avez commandé le record donc de 2011, ici à Strasbourg, de 2011 à 2013. Alors j'ajoute à titre plus personnel, comme ça vous permet de vous démentir ensuite, que moi je suis ravi de vous retrouver ici, car vous avez, je le sais, une pensée tout à fait impartiale, exigeante. Vous n'êtes pas un béni oui-oui de l'Europe, il y a un certain atlantisme, ça ne peut pas me déranger, un certain atlantisme, et donc, et ça c'est important pour tout le monde, on sait que l'expertise que vous allez nous livrer aujourd'hui, l'analyse que vous allez partager avec nous, elle est basée sur des idées personnelles, des idées toujours très stimulantes. Donc je vous cède la parole avec beaucoup de plaisir, et donc si vous en êtes d'accord, ensuite on aura un échange avec 3 étudiants qui se spécialisent sur ces questions stratégiques et internationales, et puis ensuite on élargira le débat, peut-être la confrontation avec la salle. Je vous en prie. Très bien. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Et donc, je vais essayer de respecter les règles du jeu ce soir. Comme je suis un peu bavard, vous n'hésiterez pas à me couper ou à m'interrompre, parce qu'il est difficile de résumer au fond en 20-25 minutes d'abord, et puis ensuite d'aborder les thématiques qui vous intéressent. Et donc, je suis tout prêt, évidemment, à ce que des réactions se fassent et que l'on aborde ces questions de la défense européenne, qui sont des questions compliquées et des questions difficiles. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire, tout d'abord, pour commencer? C'est qu'au fond, et je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'au fond, lorsqu'on parle de défense, il faut que s'incarne une menace. Et votre perception de l'Europe, peut-être des manques dans la construction européenne, ou des occasions manquées au fil de cette construction depuis les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, c'est peut-être qu'au fond, nous avions tous, nos parents, nos grands-parents, peut-être par désir, nous-mêmes, par ce que nous observions autour de nous, nous avions évacué progressivement l'idée de la guerre. Nous avions oublié que ce monde est tragique, profondément tragique. Nous avons peut-être mésestimé le fait que nous sommes assez peu nombreux sur cette planète à vivre comme vous et moi. En tous les cas, très minoritaires. Et probablement que cette notion de défense européenne n'est pas apparue au premier plan des intérêts vitaux, alors que tant d'autres questions institutionnelles, économiques, se posaient avec toujours plus d'acuité. Il me semble que ceux qui ont laissé la défense européenne de côté, pensant que ce n'était plus très inutile, n'ont pas été les plus grands visionnaires de l'Europe, et qui nous laissent aujourd'hui dans une situation qui est une situation difficile, qui est une situation inquiétante, et qui est une situation qu'il faut redresser. Lorsqu'on aborde les questions de défense, et les questions de défense européenne, évidemment, vous aurez tendance, à chaque fois, à comparer ce qui se fait sur d'autres continents avec ce qui se fait en Europe. Et c'est vrai que la tentation, et surtout ici à Strasbourg, peut-être aussi à Bruxelles, la tentation est toujours de regarder ce qui se fait de l'autre côté de l'Atlantique, et certains d'utiliser des formules que vous connaissez bien dans vos cours des États-Unis d'Europe. Mais l'Europe n'a jamais été unie dans son histoire. Contrairement aux États-Unis qui se sont bâtis autour d'une idée partagée, immédiate, de constitution, etc., l'Europe n'a jamais été unie. Elle n'a pas été unie parce qu'au fond, chacun des peuples qui la composent a une profonde identité. Et qu'au fond, chacun d'entre vous, j'imagine qu'il y a surtout des Français, mais il y a peut-être des étudiants étrangers qui sont dans l'auditoire,
vous êtes extrêmement fiers de l'identité de votre pays, de la culture de votre pays, de ce qu'il a apporté dans la réflexion commune en termes de philosophie, en termes de musique, en termes d'histoire, en termes de géographie, en termes d'écrivains, en termes de peintres. Et tout ceci est absolument essentiel. Et je crois que nous ne pouvons pas comparer ce qui s'est fait d'une certaine façon assez aisément aux États-Unis avec ce qui se fait naturellement très difficilement en Europe. Car nous ne pouvons pas effacer ce qui a constitué la singularité de chacun de nos pays, son rayonnement, son influence et son importance. Et donc je reviens un peu comme leitmotiv à ce que je disais tout de suite pour démarrer, qui n'est pas du tout lié aux événements de l'actualité que nous connaissons. C'est qu'au fond, cette notion de défense, cette notion de guerre, cette notion de tragique, qui a meurtri l'Europe pendant tant de siècles. Nous étions en voiture en venant de la gare tout à l'heure, et au fond, quand on regarde l'histoire de France, mais c'est l'histoire de l'Allemagne, mais c'est l'histoire de l'Espagne, mais c'est l'histoire de l'Italie, mais c'est l'histoire de la Belgique, mais c'est l'histoire des Pays-Bas, mais c'est l'histoire de la Pologne, ainsi de suite. C'est l'histoire de la guerre. Il y a quelque temps, je fais une toute petite digression, mais je vais revenir. Je recevais des Américains, pour lesquels j'ai beaucoup d'amitié et d'affection, qui sont de très grands amis. Et au fond, je les ai baladés dans Paris, pour leur montrer un peu Paris. Il faisait beau, c'était septembre, c'était un temps magnifique. Pour leur montrer un peu Paris. Et ce qui les a frappés, vous savez ce qui les a frappés à Paris ? C'est une ville où chaque place rappelle l'histoire de France militaire. Ça n'existe probablement nulle part ailleurs avec une telle intensité. Je ne suis pas sûr que vous trouviez une capitale dans le monde dans lequel vous avez autant de monuments, de faits, de noms qui évoquent le passé militaire de la France. Car la France, elle s'est construite, je crois que c'est le général de Gaulle qui le disait, à la force du glaive. Romain, certes, mais peut-être à la force de l'épée. Voilà. Au fil de l'épée. Au fil de l'épée. Au fil de l'épée. Et elle ne s'est pas construite autrement. Il n'y a que les rêveurs utopistes qui imaginent imprimer une histoire de France qui évacue l'idée de la guerre. Et lorsque vous retournerez à Paris prochainement, j'imagine que vous regarderez l'ensemble de ces monuments qui évoquent ce passé guerrier. Alors, revenons au fil du débat et sur la défense européenne. Quelles sont les caractéristiques fondamentales d'une défense européenne ? Que faut-il faire ? D'abord, pour que cela fonctionne, il faut impérativement avoir une vision identique des menaces ou de la menace. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui, au sein de l'Union européenne, cette vision n'est pas partagée. Car l'histoire est passée par là. Car la géographie est passée par là. Et donc, aujourd'hui, je ne crois pas beaucoup me tromper, mais certains d'entre vous peuvent avoir des avis différents, et ce serait très utile d'ailleurs qu'ils en aient. C'est un débat et nous avons la chance d'être dans un pays démocratique où de nombreuses opinions peuvent s'exprimer de façon diverse. Et il faut qu'elles le fassent. C'est comme ça qu'on vivifie une démocratie. Et donc, aujourd'hui, l'histoire de l'Europe fait que certains pays européens ont une conscience de la menace qui n'est pas forcément celle des autres. Prenez les pays de l'ex-Europe de l'Est, ou de l'Est, ou de l'Europe, ou de l'Est de l'Europe, de l'Est de l'Europe. Tout naturellement, ils regardent avec inquiétude vers la Russie.
essayer de convaincre un Polonais, un Lituanien, un Lettonien, un Estonien que ce sont des chimères dépassées, vous passerez des nuits intéressantes à en discuter et à en débattre. Prenez les pays du Sud qui sont aujourd'hui confrontés à des vagues migratoires tout à fait considérables. Leur perception de la menace est une menace méditerranéenne. Prenez les pays comme la Grande-Bretagne ou la France, qui sont engagés déjà depuis longtemps sur de nombreux théâtres d'opération à travers le monde. Leur perception de la menace est une perception de menace de grande puissance. Qu'est-ce que cela induit dans les comportements des uns et des autres? Parce que je ne peux pas traiter tout ce soir, mais je voudrais juste vous donner quelques clés de compréhension. C'est que les uns regardent la menace avec des clés géographiques. Comment protéger mon espace vital? Que les autres regardent la menace par rapport à leurs intérêts économiques et de développement. Que les troisièmes se disent comment est-ce que je peux prévenir cette menace bien au-delà de mes frontières, bien au-delà de mon espace naturel. Et donc tout naturellement, vous avez une très grande difficulté à rassembler les uns et les autres autour d'une position commune. Alors, c'est vraiment un point qu'il me semblait intéressant d'aborder avec vous ce soir. Le deuxième point que je voudrais aborder, qui est un peu lié au premier, mais qui n'est pas tout à fait le même, c'est que en Europe, comme souvent dans les grandes nations démocratiques, les progrès se font avec des politiques visionnaires. Et en visitant cette maison de l'Europe tout à l'heure, je regardais les portraits des grands, peut-être des grands-pères, mais peut-être ce sont des pères de l'Europe, c'est pas si loin de nous tout de même, les pères de l'Europe, et je regardais ce qu'ils avaient dit de cette construction européenne, de ces notions fondamentales qui sont bien au-delà du fonctionnement des institutions et de cette espèce d'administration de l'Europe. Que disent-ils? Et vous le regarderez en partant. Que disent-ils? Ils parlent du beau, ils parlent du bien, ils parlent des valeurs, ils parlent de ce qui est essentiel, ils parlent de la vie, ils parlent de l'espoir. Ce sont les mots qu'ils utilisent, ce sont les mots qui intelligemment ont été mis en exergue sur les photos qui illustrent pas cette maison de l'Europe, cet espace européen. Parce que c'est comme ceci qu'ils ont éclairé un avenir que chacun d'entre nous, nos parents, comprenait aisément. Aujourd'hui, il est difficile d'extraire une vision européenne qui soit une vision partagée et qui soit une vision qui crée une dynamique, et que cette dynamique soit un appel, et que cet appel nous entraîne à agir. Car les mots passent, mais il y a peu de faits. Et donc c'est ça qu'il faut construire aujourd'hui, c'est cette défense européenne, et cette défense européenne, elle doit se construire autour des idées singulières qui ont fait de l'espace européen un espace de valeur, et un espace de beauté, et un espace de bien, et un espace de diversité, et un espace où les uns et les autres pouvaient s'exprimer. Et il y a des vraies différences entre nous. Et il y a des vraies différences. Et ces différences, nous les aimons. Nous les aimons entre les Italiens et les Belges, entre les Britanniques et les Allemands, entre les Autrichiens et les Portugais, pour prendre quelques diagonales. Et je n'oublie pas, bien sûr, l'Est de l'Europe. Nous aimons ces différences, et ces différences sont des richesses. Mais elles se rassemblent autour des valeurs absolument essentielles. Alors, comment faire? Eh bien, il me semble que, pour ne pas déflorer trop de sujets, j'imagine que vous les aborderez, il me semble que la perception de la menace s'est fait infiniment plus pressante
et précise qu'elle ne l'était jusqu'à présent, ce qui inéluctablement provoquera un sursaut. Et ce sursaut est en train de naître. Vous avez vu que la France vient de faire appel à l'Europe pour que celle-ci, dans le cadre des traités et de l'article 42.7 de ce traité, merci monsieur le professeur, puisse bénéficier de l'aide de ceux avec qui elle a signé ces traités. C'est une étape insuffisante. La réponse ne sera très probablement pas à la hauteur de nos ambitions, à la hauteur de ce que nous pensons être cette menace, mais il y aura une réponse partielle et un premier pas positif. Ensuite, il faut vigoureusement soutenir ce qui existe déjà et qui a montré à la fois son efficacité et qui a fait ses preuves. Des petits pas ont été accomplis depuis que le président Mitterrand et le chancelier Kohl se sont tenus par la main devant le monument aux morts de Verdun, qui avait vu tant de soldats français et allemands s'affronter et tomber. Ça remonte déjà un petit peu, cette main entre le président Mitterrand et le chancelier Kohl. Mais personne d'entre vous, dans votre génération, ne l'a oublié. Et depuis, un certain nombre d'outils ont été mis en place. Des procédures ont été établies, des échanges se font plus nombreux, les systèmes de formation se sont harmonisés. Toutes choses qui sont un peu sous la ligne de flottaison et qui peuvent apparaître comme des mesures techniques, n'enthousiasment pas les peuples. Mais ce sont des éléments qui sont des éléments assez décisifs pour aller plus loin. Ce sont des éléments sur lesquels on peut bâtir quelque chose parce qu'ils existent. Ce sont des éléments qui ne sont pas à négliger en pensant que c'est très insuffisant par rapport à la nature de la menace. Et enfin, depuis le 11 septembre 2001, les opérations qui ont été conduites dans le monde face à cette menace terroriste ont rassemblé considérablement de très nombreuses armées européennes qui n'avaient pas beaucoup travaillé ensemble jusque-là, ou dans des situations qui n'étaient pas forcément des situations de guerre, mais plutôt des situations de maintien de la paix, depuis un effort considérable de connaissance, d'harmonisation, de maîtrise a été mis en œuvre, et tout ceci, même si c'est encore très insuffisant par rapport à ce qui devrait être, sont tout de même autant de facteurs d'espoir sur lesquels nous pouvons investir. Il y a un point que je veux évoquer avant de vous laisser la parole, parce que c'est un point assez fondamental de la vie des hommes. C'est que avec la défense, et vous savez que la défense c'est la raison d'être de l'État, la protection de ses concitoyens est la raison d'être du politique, avant toute autre chose. Sa responsabilité première doit s'exercer dans ce domaine, dans lequel le politique est le seul à pouvoir exercer. Eh bien, je dirais que la défense, avec la défense, il y a une notion fondamentale qui est la notion de souveraineté et de souveraineté démocratique. La difficulté que nous avons et que nous avons eu et que nous continuerons d'avoir, c'est cette difficulté de l'identification démocratique d'un système européen. Nous avons tous une difficulté. Je suis désolé de dire ça à côté du Parlement de Strasbourg, mais si je ne vous disais pas ça, je ne vous dirais pas la vérité. Nous avons une vraie difficulté, car demander à un homme ou à une femme de prendre des risques et de risquer sa vie, il faut une légitimité démocratique pour pouvoir le faire. Autrement, il n'y aura pas d'hommes et pas de femmes pour défendre l'Europe. Il y aura des Européens qui défendront une parcelle d'Europe à travers le monde. C'est ceci qui doit être, en tous les cas me semble-t-il, un devoir absolu de la génération que vous représentez, peut-être encore un peu de la mienne tout de même, parce que ce monde est dangereux, parce que ce monde est tragique, et parce que ce monde
nous en parlerons tout à l'heure, dans la menace principale qui aujourd'hui pèse sur l'Europe, ce monde nous hait dans tout ce que nous représentons. Alors, mille merci pour tous ces éléments. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à nos 3 étudiants-chercheurs qui se spécialisent sur ces questions et qui vont vous donner l'occasion d'approfondir certaines questions liées à la défense européenne. Donc, Monsieur Timothée Chevant, on commence avec vous. Est-ce que vous voulez le micro? Merci beaucoup. Malgré des résultats probants sur des opérations robustes et après pas moins de 12 opérations militaires lancées à l'extérieur depuis 2003, le bilan opérationnel de l'Union européenne est couramment sous-estimé. Comment est-ce que vous l'expliquez? Parce que c'est très illustratif. C'est très illustratif de la schizophrénie dans laquelle nous sommes. Et j'emploie à dessein le mot schizophrénie. Pourquoi est-ce que j'emploie ce mot? Je me suis levé parce que je voulais être sûr que personne ne dorme derrière. J'ai l'habitude d'endormir mes auditoires. Donc, pourquoi j'emploie ce mot de schizophrénie, pardon. Et cette question est très intéressante. Parce qu'effectivement, l'Europe s'est engagée. Parce qu'effectivement, des outils ont été mis en place dans les Balkans, la lutte contre la piraterie, etc., en Afghanistan, ailleurs encore, en Afrique. Et pourquoi? Parce que aucun des pays européens, et le premier la France, n'a mis en valeur cette contribution européenne, valorisant toujours la contribution de ses propres forces au détriment de la contribution de l'ensemble. Et donc vous avez en permanence cette attitude de dénigrement, j'allais dire, presque systématique. On est entre nous là, donc on peut s'exprimer avec beaucoup de simplicité. Chacun des pays valorise ses soldats, ses marins, ses aviateurs, ses gendarmes, lorsqu'il y en a, agissant sous un mandat national, et ne valorise jamais ce que fait parfois petitement et modestement, mais souvent très bien, une force qui a reçu une mission dans le cadre européen pour agir au profit de telle ou telle mesure de sécurité qu'il faut qu'il faut réaliser, Et c'est ça, la schizophrénie dans laquelle nous sommes. Et donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de bonnes choses faites par l'Union européenne, mais je lis comme vous dans les médias qu'on se plaint à chaque fois que le corps européen n'a pas été utilisé. C'est vrai qu'il n'a passé qu'1 an et demi en Afghanistan dans son existence. C'est pas rien, quoi. C'est vrai que la brigade franco-allemande n'a pas été existée. Elle a pourtant été déployée également en Afghanistan, avec à sa tête un général allemand de mémoire. Et c'est vrai qu'on ne parle jamais de la lutte contre la piraterie. En tous les cas, on n'en parle pas autant que lorsque c'est une activité proprement nationale. Et pourtant, cette lutte obtient des résultats. Les prises d'otages ont diminué. Les saisies de cargos, de bateaux, pour simplifier, sont, me semble-t-il, en nette diminution. Il y a une véritable police des mers qui s'est instaurée. Donc je pense que c'est ça qu'il faut régler, cette espèce de schizophrénie qui consiste à ne jamais reconnaître les mérites de l'ensemble et à toujours mettre en avant les mérites de la partie. Voilà, je le dis parce que je pense que c'est vraiment important. Si nous arrivons à résoudre cette question-là, nous aurons fait un immense pas en avant. Mais ça demandera de l'ensemble de la classe politique, de tous les pays européens, de l'ensemble qui, pour beaucoup, ne veulent pas évoquer ces questions. Parce que là aussi, je vais un peu plus loin, si dans un pays comme le nôtre, la France, on peut évoquer ces questions, et vous avez un très grand soutien de la population vis-à-vis de son armée, vis-à-vis de ses forces de sécurité, vis-à-vis de ce qui se fait, il y a même une très grande intelligence, une très grande compréhension de ce qui se réalise. Il y a d'autres pays européens dans lesquels ces choses-là doivent être cachées aujourd'hui. C'est presque une maladie honteuse de penser qu'on puisse exposer des soldats nationaux dans des missions dangereuses. Donc vous voyez que rassembler les points de vue, ça va prendre un peu de temps. C'est vraiment compliqué. C'est peut-être, nous sommes Français naturellement plus allants, plus en train,
plus exposés et plus déterminés en la matière. Peut-être que d'autres le sont tout autant que nous, mais il y en a d'autres qui sont, me semble-t-il, tout à fait à l'opposé, et il faut bien composer, parce que vivre ensemble, c'est accepter de faire des compromis. Il n'y a pas le choix. Il faut accepter de faire des compromis. Mais vous savez, il y a le plus petit commun dénominateur, et puis il y a le plus grand commun dénominateur. Enfin, on n'est pas obligé de faire le plus petit commun dénominateur à chaque fois, quand même. Merci beaucoup. Je crois qu'il n'y a pas eu d'attaque réussie de la part des pirates somaliens depuis plus de 2 ans. Donc Voilà. effectivement, le dispositif international, il est parfaitement efficace. On pourrait aller encore plus loin que vous. Non seulement l'Union européenne n'est pas toujours vantée pour ses réussites, mais en plus, c'est quand même un bouc émissaire facile. Et on a dans tous les pays de l'Union européenne, de la part de tous les partis politiques de gouvernement, de droite comme de gauche, très souvent des stratégies de défausse où la commodité consiste à dire mais ça, c'est pas nous, c'est Bruxelles. Alors moins dans la sécurité et la défense, mais ça existe aussi. Est-ce que vous voulez relancer ou ajouter quelque chose? Bien sûr. Tant qu'on parle de schizophrénie, où est-ce que vous placez les actions de l'OTAN dans ce cas-là, dans ce système? Quelle est votre question? Allez-y, mais exprimez ce que vous avez au fond, parce que c'est pas un problème. Hein. On est là pour réfléchir. On parle souvent d'une compétition entre les opérations militaires de l'Union européenne et celles menées par l'OTAN. On parlait de lutte contre la piraterie, il me semble que les deux sont engagés sur le même théâtre d'opération. Et je voulais juste savoir si entre ces deux organisations, il existait vraiment une compétition qui aboutirait au fait que les opérations de l'UE sont sous-estimées. J'utilise le privilège de passe-micro pour en ajouter une couche. Bien sûr. Au sujet de l'identification des menaces, on pourrait quand même vous dire que malgré tout, on trouve également au sein de l'OTAN une diversité des priorités, des menaces ressenties, des peurs, des craintes des États membres. Et pourtant, à l'OTAN comme à l'Union européenne, on a réussi à produire des concepts stratégiques avec quand même une identification de certaines menaces. Est-ce que si on compare l'Union européenne et l'OTAN, il y aurait un avantage de l'OTAN sur cette question-là? J'ai presque envie de reprendre ma démonstration. Et je dis ça parce que l'OTAN s'est construit au lendemain de la guerre, et nous étions, nous la France, un des 5 pays fondateurs. À vérifier quand même dans 12, voilà, je me trompe un peu. Voilà. Un des pays fondateurs de l'OTAN. Un des pays fondateurs voilà, de l'OTAN. L'OTAN s'est construit au lendemain de la guerre face à une menace immédiate et considérable qui était la Russie soviétique. L'Union soviétique, et non pas la Russie. L'Union soviétique. Et donc vous comprenez bien que face à cette menace immense que représentait l'Union soviétique, il y a eu, je dirais, un sursaut difficile au lendemain d'une guerre mondiale, très difficile. Rappelez-vous que le sursaut n'a pas eu lieu après la Première Guerre mondiale de 14-18, où au fond les années 20 et les années 30, je ne parle pas de la crise économique, mais ce sont des années où l'idée même de la guerre est évacuée. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il y a un véritable sursaut parce que la menace est immense, que la vulnérabilité de l'ouest de l'Europe est énorme, et que malgré les crimes odieux de cette guerre et les douleurs effroyables de cette guerre, il y a eu la volonté de rester debout et de privilégier l'idéal démocratique qui était le nôtre. Et donc je reprends ma démonstration. L'OTAN s'est construit, je répondrai à votre question, mais l'OTAN s'est construit parce que il y avait une perception très nette de cette menace. Et ce qui est intéressant de cette structure politico-militaire qu'est l'OTAN, c'est que malgré l'évolution de cette menace, l'Union soviétique n'existe plus, la Russie est revenue, fort heureusement, malgré l'évolution de cette menace, l'OTAN n'a pas disparu comme certains imaginaient qu'elle puisse le faire. Parce que l'OTAN s'est adaptée, s'est transformée, a modifié ses modes d'action, a réfléchi sur des engagements et des théâtres d'opération
Lorsque j'étais jeune officier, même officier d'ailleurs un peu moins jeune, l'engagement de l'OTAN, c'était de l'autre côté du Rhin, face à l'Est, d'un seul bloc. Voilà, d'un seul bloc. Tout l'OTAN. Des millions d'hommes faisant face à des millions d'hommes. Eh bien, depuis 20-25 ans, la réflexion de l'OTAN, pas forcément il y a 25 ans, mais la réflexion de l'OTAN progressive, c'est une réflexion pour adapter cet outil, pour le transformer profondément, pour le réduire, pour le rendre infiniment plus réactif. Et l'OTAN est intervenue dans des zones dans lesquelles nous n'avions jamais imaginé intervenir avec l'OTAN. L'Afghanistan en est vraiment un exemple illustratif. L'Union européenne, d'abord, cette notion de compétition n'a pas beaucoup de sens. Elle a été entretenue un peu artificiellement. J'ai dû travailler un peu sur ces sujets-là et peut-être même un peu écrire sur ces sujets-là il y a quelques années de cela. La notion de compétition, c'est une notion qui a été entretenue artificiellement par des idéologues, soit de l'Europe, soit des États-Unis. C'est totalement artificiel. C'est totalement artificiel. Pourquoi est-ce artificiel? Parce qu'au fond, beaucoup des pays de l'Union européenne sont des membres de l'OTAN. Donc, on critique une organisation par rapport à l'autre, mais nous, Français, pour ne prendre que l'exemple de la France, nous sommes membres fondateurs de l'OTAN, nous avons toujours été dans l'OTAN, même si le général de Gaulle, en 1966, a demandé aux organisations de l'OTAN de quitter la France, nous n'avons jamais quitté l'OTAN. Nous avons seulement quitté principalement le comité des plans nucléaires, dès lors que la France se dotait de l'arme de dissuasion nucléaire, dont les mécanismes de décision sont très différents des mécanismes de décision classiques. Et donc c'est la raison fondamentale pour laquelle nous avons à l'époque quitté l'OTAN. Mais pour laquelle les institutions de l'OTAN ont quitté le territoire national. Et donc, à chaque fois que l'on vous dit il y a compétition, dites-vous bien que c'est vraiment quelque chose d'artificiel et c'est vraiment quelque chose qui est entretenu par ceux qui ont intérêt à entretenir ce type de compétition. La vérité, c'est que la plupart des pays membres d'une des deux alliances sont membres de l'autre. La vérité aussi oblige à dire que l'OTAN s'est bâtie face à une conscience très forte de la menace et donc s'est dotée d'un outil extrêmement efficace, extrêmement effectif, extrêmement puissant, extrêmement opérationnel. Et que l'Union européenne, ne partageant pas le même sentiment de menace, d'autant plus que cette menace, pour beaucoup de pays européens, a été traitée par l'OTAN. Il n'y a pas eu le même... Comprenez bien que lorsqu'on dit à un pays, il faut absolument développer les outils européens, donc investir, payer de l'argent, acheter des chars, des avions, des mitrailleuses, des systèmes de communication, alors que par ailleurs il sait qu'il est protégé par un parapluie dans lequel il a cotisé depuis 50 ans, c'est difficile à convaincre. Il y a un peu de bon sens par moment, il faut avoir un peu de bon sens. Et donc, la difficulté pour l'Union européenne, c'est dans cette absence de compréhension commune de la menace, mais c'est en train de changer, de bâtir un outil qui ait la même efficacité et les mêmes capacités que l'OTAN. Moi, j'ai toujours pensé, ayant appartenu à l'une et à l'autre organisation, j'ai été chef d'état-major de l'OTAN, mais j'ai commandé le corps européen, j'ai servi dans l'une et l'autre organisation, et avec l'une et l'autre organisation, j'ai toujours pensé qu'il y avait une immense complémentarité entre les deux organisations, et que c'était cette complémentarité qui l'emportait sur la compétition. Voilà. Et qu'au fond,
Il fallait au contraire essayer de bâtir un outil qui, lui, soit capable de traiter les menaces. Peut-être, pour vous donner quelques éclairages, l'OTAN a une approche trop militaire de la façon de résoudre les choses. L'Union européenne a plutôt une expertise avec des outils qui sont davantage du domaine civilo-militaire, pour essayer de vous donner des exemples simples. C'est peut-être dans cette compréhension fine de l'articulation entre les uns et les autres qu'on retrouvera une nouvelle efficacité. J'ai répondu à la question ? Alors, Monsieur Johannes Koenigen, donc je vous passe la parole pour développer un autre aspect de la défense européenne. Merci. Mon général, vous étiez le commandant des corps européens, ou l'Eurocorps, de 2011 à 2013. Selon vous, en tant que général qui connaît non seulement le niveau national, mais aussi le niveau international, quel avenir prévoyez-vous pour l'Eurocorps, ou les corps européens, dans son rapprochement à l'Union européenne? Moi, je lui vois un avenir radieux parce que je suis un optimiste par nature. Voilà. Donc, le corps européen, c'est directement issu des conversations entre le chancelier Kohl et le président Mitterrand. Il y a aujourd'hui un peu plus de 20 ans. On a dû fêter son 20e anniversaire de sa création en 92. Donc, c'est un des outils qui avait été imaginé à l'époque pour répondre au mieux aux menaces qui faisaient suite à l'effondrement de l'Union soviétique et à la volonté de réfléchir à des outils nouveaux, plus adaptés à ce monde plus incertain dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors, vous posez la question de son devenir. Son devenir, c'est de poursuivre ce qu'il a entrepris, c'est-à-dire, d'une part, de mettre sur pied des outils qui soient efficaces, d'avoir une capacité de projection qui soit extrêmement rapide, d'être capable de travailler ce qu'on appelle dans notre jargon l'interopérabilité, soit avec l'une organisation, soit avec l'autre, soit sous mandat européen, soit sous mandat de l'OTAN, soit sous mandat des Nations Unies, rien ne l'interdit, et de contribuer ainsi avec probablement des moyens nouveaux, avec probablement des capacités nouvelles, avec probablement des nations qui rejoindront le corps européen, déjà beaucoup l'ont rejointe, mais d'autres le rejoindront encore, qui lui permettent d'être un outil à la disposition du politique pour contribuer à la stabilisation ou contribuer à mener des opérations comme celle qu'il a menée en Afghanistan par 2 fois. La première fois en 2005 et la seconde fois sous mon commandement. Donc c'est ça qu'il faut voir. Moi je crois qu'il ne faut pas voir le corps européen comme un outil statique. Je pense qu'il faut le voir en dynamique. Il faut le voir par rapport, une fois de plus, on ne construit pas, vous savez, on ne construit pas une armée ou des forces de sécurité ou un outil militaire comme ça. On ne le construit pas pour être un outil. On le construit face à une menace. Je pense qu'aujourd'hui, le vrai sujet, qui est le sujet fondamental des politiques, le sujet politique fondamental, qui est donc notre sujet en tant que citoyen, notre sujet à chacun d'entre nous en tant que citoyen, c'est de définir clairement cette menace et ensuite de bâtir, de construire les outils qui permettront d'y faire face. Nous ne vivons pas dans un monde de bisounours, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous ne pouvons pas nous passer d'outils qui permettent de nous protéger, de protéger nos concitoyens et de protéger ce qui a été construit par des générations d'Européens dans nos différents pays. Il faut que ces outils soient au mieux adaptés. Alors je ne vais pas vous faire l'éventail, la panoplie de ce qu'on pourrait faire du corps européen. Bien sûr que j'ai des idées parce que j'étais à sa tête et que j'ai proposé un certain nombre de choses. Certaines ont dû être retenues, d'autres ne l'ont pas été. Hélas. Elles ne l'ont pas été, hélas.
Mais elles le seront. Mais elles le seront, parce que cette idée-là, cette idée d'une défense européenne, fait son chemin, cette idée qu'il faudra mettre en commun de façon plus rationnelle, plus efficace, plus réfléchie, face à une menace clairement identifiée, fera son chemin et que les progrès s'accompliront ainsi. Voilà, donc c'est pour vous dire que le corps européen, c'est aujourd'hui un outil efficace, il a fait ses preuves, il rassemble une structure de commandement qui est capable de commander un ensemble de forces tout à fait conséquent. Il faut peut-être réfléchir à l'éventail des missions, il faut peut-être le spécialiser sur certaines de ces missions. Tout ceci doit se discuter, tout ceci doit en débattre. On a besoin d'y réfléchir. Il ne faut pas poser un outil en disant, voilà, l'outil va faire ça. C'est pas vrai. L'outil, c'est noble. Hein. En France, on a toujours tendance à penser que l'outil, c'est pas l'université, je dis ça avec un peu de provocation bien sûr, et donc l'outil ce n'est pas noble, ce n'est pas vrai, l'outil c'est noble, l'outil remplit une fonction, et peut-être qu'il faut élargir les fonctions que l'outil que constitue le corps européen doit remplir, et qu'il faut l'élargir non pas en fonction de ce que nous souhaitons, de ce que nous pensons, en fonction de la menace auquel nous sommes confrontés. Alors, vous avez parlé des évolutions dans le futur, mais pour le futur, vous personnellement, vous voyez quel théâtre opérationnel de l'Eurocorps dans les prochaines décennies, centenaires, etc. Là aussi, je vais ajouter un petit grain de sel. Donc, on voit que pour la première fois, on met fin à un paradoxe de l'Eurocorps qui était créé avant tout pour l'Union européenne et qui n'avait été employé que par l'OTAN, puisque l'Eurocorps est enfin déployé, utilisé dans le cadre de la mission EUTM Mali, la mission de formation de l'Union européenne au Mali. Bon, ce qui est effectivement très bien pour l'Eurocorps. Votre successeur, comme COMEC, comme commandant de l'Eurocorps, a beaucoup défendu l'idée de faire de l'Eurocorps cette OHQ qui manquerait à l'Union européenne, plutôt que de garder, et ça rejoint avec une des mises en garde que vous avez faites, plutôt que de garder l'Eurocorps directement en concurrence avec des structures nationales qu'évidemment les États membres ont tendance à privilégier, parce que comme vous l'avez dit, on joue d'abord ces instruments nationaux. Est-ce que vous pensez que c'est totalement irréaliste de dire à nos amis les Anglais plutôt rétifs, utilisons l'Eurocorps comme ce centre, cet état-major opérationnel de l'Union européenne? Je vais d'abord répondre à la première question, et puis ensuite je répondrai à celle-ci. Pour la première question, il est plus facile de prédire le passé que l'avenir. Hein. Voilà. C'est l'expérience que j'en ai. Moi, si on m'avait dit il y a 20 ans que j'irais passer un an et demi en Afghanistan, j'aurais été un peu surpris. Je pensais que c'était les soviétiques de Brejnev qui avaient été en Afghanistan. Je n'avais pas imaginé que la France et l'OTAN puissent y aller eux-mêmes. Alors, donc pour vous dire que je n'ai pas beaucoup d'imagination en la matière, mais je pense que vous en avez. Votre génération a beaucoup d'imagination. Voilà. Votre génération a beaucoup d'imagination. Il ne faut rien exclure. Mon sentiment, c'est qu'il ne faut rien exclure. Et qu'il y a beaucoup de zones et de régions dans le monde qui sont des régions troublées, qui sont des régions qui souffrent, qui sont des régions qui sont profondément déstabilisées. Et ces régions ne se restabiliseront pas rapidement. Parce qu'il y a quelque chose que je voulais vous dire et qui me semble important. Je l'ai dit en venant en voiture. Nous sommes des impatients. Je le dis très souvent. Nous sommes profondément des impatients. La voiture doit démarrer tout de suite. Voilà. Il n'y a plus de manivelle à l'avant du capot, où on tournait la manivelle pour démarrer la 2 chevaux, qui ne démarrait jamais, bien sûr. Non, c'est fini, ça. La voiture doit démarrer tout de suite. La climatisation doit se déclencher instantanément, et elle doit être à la bonne température, par moins 50 et par plus 50. Nous sommes des impatients. Le monde est profondément déstabilisé. Les pays qui sont déstabilisés, la restabilisation de ces pays, le rééquilibrage de ces pays, qui pour beaucoup sont des pays misérables, prendra 1 à 2 générations, 25 à 50 ans. Nous, lorsque nous avons eu sur notre sol ces 2 guerres mondiales successives,
Nous avons mis très longtemps à nous en remettre. Pour autant, nous ne partions pas de rien. Les institutions existaient. Vous connaissez l'histoire de France aussi bien que moi. L'administration existait. Les pays étaient des pays riches. Notre pays était un pays riche. L'Allemagne aussi, la Grande-Bretagne, etc. Là, nous avons des pays qui sont des pays dévastés, qui sont des pays extrêmement pauvres, et qui sont des pays qui ne disposent pas de cette espèce de continuum des institutions qui se sont progressivement améliorées au fil des siècles et qui sont devenues efficientes. Il est toujours de bon ton en France de critiquer l'éducation nationale ou l'administration. La vérité, c'est que l'une et l'autre fonctionnent. Voilà. Et que si on ne nous envie pas toujours les travers de l'éducation nationale, je suis désolé pour les professeurs dans la salle, et de notre administration, beaucoup de pays pourraient nous envier un fonctionnement aussi optimal que celui qui est le nôtre. Nous avons une chance inimaginable. Et pour beaucoup de pays du monde, avant qu'ils atteignent ce niveau de maturité des institutions fondamentales de l'acquisition de la connaissance et du vivre ensemble, éducation nationale et administration, il se passera des siècles. J'ai pas envie de dire des décennies. Enfin, j'ai pas envie de dire des décennies. Moi, je pense que c'est des siècles. Et donc, pour répondre à votre question, parce que votre question est essentielle, où intervenir demain? La vérité, c'est que beaucoup de régions du monde sont aujourd'hui dévastées et que beaucoup de régions du monde sont profondément déstabilisées, en proie à des réseaux, à des gangs, à des mafias, à une guerre civile, à une incapacité de se moderniser, à des conditions de sécurité qui font que même les initiatives qui sont des initiatives positives ne peuvent pas éclore, tout simplement parce que les conditions de sécurité minimales permettant aux uns et aux autres de travailler ne sont pas rassemblées. Et tant elles ne sont pas rassemblées, vous n'arrivez pas à mettre en place une administration, vous n'arrivez pas à mettre en place, à bâtir une école, à faire venir les enfants à l'école et à convaincre des professeurs de venir enseigner dans une zone dévastée et dans l'insécurité. C'est pas possible, vous n'y arrivez pas. Et ce sujet-là est un sujet fondamental. Et je reviens à ce que je disais, nous sommes des impatients. Nous sommes profondément des impatients. Et nous avons tort d'être des impatients. Notre pays, je parle de la France, mais c'est valable pour les étudiants étrangers, notre pays ne s'est pas construit en un jour, il s'est construit siècle après siècle, pour arriver où nous en sommes aujourd'hui, ou à ce qu'il était du temps de nos grands-parents, puisqu'il n'a pas si profondément changé depuis 50 ou 100 ans. Et donc c'est ça qu'il faut bien prendre en compte, c'est cette notion de temps, c'est cette notion de patience, c'est cette notion de progressivement, étape après étape, année après année, effort après effort, arriver à bâtir progressivement ce qui fait que les choses deviennent un peu solides. Et il faut surtout faire attention à ne pas déstabiliser ou à ne pas éroder cette confiance qui progressivement s'installe. Et donc pour répondre à votre question de savoir où demain nous interviendrons, à vrai dire, la liste serait trop longue pour pouvoir l'évoquer ce soir. Hélas. Deuxième question que vous évoquez. OHQ, le record. Oui, pourquoi pas. C'est peut-être une bonne idée, je crois qu'on en avait discuté ensemble. Bien sûr, bien sûr. C'est toujours un peu la même question. C'est la question de savoir si l'Union européenne veut se saisir de questions de sécurité, c'est-à-dire si l'Union européenne veut s'emparer de ce domaine dans lequel elle estime, soit à titre national, soit par le biais de l'OTAN, que les choses sont remplies. Si l'Union européenne veut se saisir de ces questions de sécurité, comme elle s'en est déjà saisie d'ailleurs, pour des missions ciblées, que vous avez évoquées tout à l'heure, que j'ai rappelé tout à l'heure, et bien dans ce cas-là, oui, bien sûr, l'Union européenne peut très bien être, le corps européen peut très bien être le noyau clé d'une structure de commandement à disposition de l'Union européenne pour mener tel ou tel type de mission. Encore faut-il définir assez clairement les types de missions que l'Union européenne veut traiter et de facto celles que l'Union européenne ne veut pas traiter, et adapter ensuite les outils en fonction de ces missions. J'attire juste l'attention, mais je ne voudrais pas rentrer dans un dialogue technicien parce que je pense que ça échappera à beaucoup de nos auditeurs ce soir.
je pense qu'il faut garder en tous les cas la plénitude des capacités des missions au profit du corps européen. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas se limiter dans les missions que le corps européen pourrait être à même d'assumer. Bien, alors pour finir, notre fée Mélissande, mademoiselle Mélissande Lundman, pour une question sensible. Bonsoir Général, une question d'actualité. Quel bilan pouvez-vous dresser de la lutte menée par la France contre l'État islamique? Et je voudrais revenir en deuxième partie en fait sur cette notion de menace que vous avez exprimée comme étant l'essence même de la défense. Pensez-vous que du coup la clause de défense mutuelle, donc l'article 42.7 du traité sur l'Union européenne, permettrait, je vous cite, une compréhension mutuelle de la menace au sein de l'Union européenne? Je vous remercie. On n'est pas enregistré, j'espère. Hein. Bon. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire là-dessus? Je réfléchis un peu. Je vais essayer de vous donner quelques clés. Je vais essayer de ne pas être trop long, parce que pour le coup, c'est un peu compliqué, et il est déjà très tard, on va s'arrêter, on va aller boire un verre, hein. C'est ça, non? Bon. Je vais essayer de vous donner quelques clés. Je pense que une des premières clés qui doit aujourd'hui servir à vous éclairer, c'est de bien regarder ce qui s'est passé au fond depuis une petite quinzaine d'années dans cette partie du monde. Je vais évoquer succinctement les grandes étapes. La grande étape, c'est le 11 septembre 2001 et la décision de l'administration du président Bush. On dit toujours l'administration aux États-Unis, mais ça n'a pas le même sens que nous, c'est l'administration Bush. La décision du président Bush qui a été de s'attaquer et de détruire le régime exécrable ou innommable de Saddam Hussein en 2003. Vous savez que l'Irak est une région qui avait été ravagée par deux guerres successives. D'abord, principalement, je ne parle pas du régime, parce qu'autrement, ça nous entraînerait dans des débats très très longs, mais je parle de deux guerres successives considérables. La première guerre contre l'Iran, dans les années 80, guerre qui a duré l'équivalent de 2 fois la Première Guerre mondiale pour les Français, quelque chose comme 8 ans de mémoire. Vous regarderez attentivement les dates de début et les dates de fin. Et l'hécatombe de ce combat entre Iraniens et Irakiens, Iraniens chiites et Irakiens sunnites, doit être assez équivalent à la saignée qu'a représentée la Première Guerre mondiale pour les Français, pour les Allemands, etc. C'est donc un combat qui a laissé un pays exsangue. Un pays exsangue, j'emploie volontairement le terme exsangue. Et lorsque un cessez-le-feu, un armistice, les hostilités ont cessé entre l'Iran et l'Irak. Ensuite, vous avez eu la première guerre du Golfe, 91, et puis cette deuxième guerre du Golfe, 2003. Cette deuxième guerre du Golfe, elle coïncide avec une politique étrangère américaine qui est assez agressive et qui vise surtout à instaurer une vision du monde plus démocratique dans des pays qui n'avaient pas jusque-là accédé à un fonctionnement démocratique. Et surtout, la deuxième guerre du Golfe, par l'occupation de l'Irak, par les forces de la coalition de l'époque, et je rappelle que les Français, nous n'en faisions pas partie, du tout, a consisté également à un transfert de pouvoir qui s'est opéré entre des sunnites vers les chiites. Vous savez que Saddam Hussein était sunnite et représentait
les sunnites doivent représenter un gros tiers de la population irakienne, les chiites en représentant les 2 autres tiers. Mais le régime de Saddam Hussein était un régime sunnite, même s'il y avait dans son gouvernement des ministres qui pouvaient être chrétiens. Son ministre des Affaires étrangères, Tarek Aziz, était chrétien de mémoire, et certains ministres étaient chiites. Mais la majorité s'exerçait au profit, la majorité du pouvoir était exercée par la communauté sunnite. Pour des raisons démocratiques que nous comprenons tous, une voix, un vote, la majorité a basculé brutalement dans le camp chiite, et les chiites ont pris le pouvoir, et très probablement, lorsque vous avez une bascule de pouvoir aussi brutale, après des années d'exaction et d'un régime dictatorial, autoritaire et épouvantable, j'imagine qu'il y a un sentiment de revanche, et évidemment, nous sommes assez loin de l'unité nationale et du rassemblement. Et donc, vous avez une profonde déstabilisation de ce grand et vieux pays qu'est l'Irak. J'emploie à dessein ces termes de grand et vieux pays, car il ne faut jamais oublier ce qu'était la civilisation assyrienne, qui remonte à des milliers d'années. Et pour ceux qui veulent se convaincre de la beauté de cette civilisation, je vous invite, lorsque vous irez à Berlin, il m'arrive d'y aller assez souvent, à aller visiter le musée exceptionnel dans lequel un certain nombre de bas-reliefs et de peintures murales et d'objets ont été rapportés par l'école archéologique allemande à la fin du 19e siècle et au tout début du 20e. C'est un musée absolument extraordinaire. C'est là où se trouve le masque de Néfertiti. Donc, c'est pour dire que nous avons aujourd'hui un pays, au fond, qui sort d'une dictature épouvantable, l'Irak, et qui sort de 30 ans de guerre, 2 guerres, une guerre contre l'Iran épouvantablement meurtrière, et 2 guerres contre une coalition avec des années d'occupation qui s'en sont suivies. C'est le premier élément que je voulais évoquer, parce qu'il me semble que c'est un élément fondateur qui explique comment le mouvement, ce mouvement islamiste radical a pu se nourrir des décombres de l'État irakien. Le deuxième élément que je voulais évoquer, c'est que, bien évidemment, aujourd'hui, Daesh se présente comme le califat, c'est-à-dire cette volonté d'établir un État régi par les règles de l'islam le plus radical, le plus extrémiste, le plus violent, et au fond, l'islam qui s'oppose d'une façon absolue à tout ce que nous représentons. Il n'y aura pas de cohabitation possible entre l'islam radical et nos pays, nos cultures, notre façon d'envisager la vie ensemble. Il n'y aura pas de cohabitation possible. C'est quelque chose qui est absolument inenvisageable. Je ne suis pas en train de dire que l'islam est comme ça. Ce serait une erreur dramatique. Je dis que ces mouvements salafistes et ces mouvements extrémistes sont des mouvements qui ont décidé d'une façon extraordinairement déterminée et par ailleurs assez élaborée d'avoir une interprétation de l'islam et une application de cet islam dans le fonctionnement d'un soi-disant État
qui n'est pas compatible, en aucune façon, avec ce qu'est notre fonctionnement démocratique et les valeurs en lesquelles nous croyons. Troisième élément que je voulais évoquer, c'est qu'au fond, si j'ai un peu parlé de l'Irak, il faut aujourd'hui parler de la Syrie. Parce que ce mouvement Daesh est, pardonnez-moi l'expression, à cheval entre Irak et Syrie. Et là, vous avez un mouvement totalement différent de celui qui s'est produit en Irak depuis une trentaine d'années. Les mouvements qui ont affecté la Syrie sont des mouvements tout à fait différents d'un régime syrien qui, à partir de 2011-2010, vous savez, au moment où on a commencé à parler du printemps arabe, le printemps arabe c'est 2009-2010, le régime syrien, régime alawite, a réprimé de façon extrêmement violente les mouvements étudiants qui demandaient un peu plus de liberté dans un État qui n'en accordait aucune, et cette répression à l'aveugle extraordinairement violente de ce mouvement de liberté, appelons le printemps arabe un mouvement de liberté, a conduit à la déstabilisation progressive auquel nous assistons, d'autant que les uns et les autres ont profité de cette désagrégation assez profonde de l'État syrien. Je suis obligé de faire un peu vite parce qu'autrement, ça va nous emmener dans des discussions très très longues. Et donc aujourd'hui, que s'est-il passé ? Nous avons assisté, les grandes puissances, effarées, inquiets, et sans réaction réelle à cette espèce de trou noir qui se crée devant nos yeux. Je rappelle que le président Obama avait pris la décision de retirer la totalité des forces américaines d'Irak et que, de mémoire, la totalité de ces forces américaines d'Irak se sont retirées à la fin de 2011. C'était un engagement qu'il avait pris. Nous avions dans le même temps cette guerre en Afghanistan contre les restes d'Al-Qaïda et contre ce mouvement taliban qui occupait l'essentiel des préoccupations de la communauté internationale et des forces de cette coalition qui représentait 50 pays. Et nous avons assisté d'une certaine façon assez effarée à cette création d'un trou noir avec l'effondrement de l'État syrien et son resserrement sur ce que vous lisez dans les journaux, la Syrie utile, je vais un peu vite là, la Syrie utile, c'est-à-dire la Syrie au fond qui est la plus à l'ouest, qui borde le Liban, qui a accès à la mer Méditerranée, la Syrie la plus à l'ouest, la Syrie utile, et en abandonnant progressivement, pas tout le territoire, mais l'essentiel du territoire, à ces mouvements terroristes prônant un califat qui évidemment menace très direct et qui était un mouvement terroriste international, qui n'était pas un mouvement terroriste national. Et donc nous avons assisté d'une certaine façon assez effarée à la création de cette entité qui aujourd'hui a atteint une puissance considérable parce que elle se nourrit de 2 ou 3 éléments très forts. La première, c'est le rejet de l'occupation que nous avons exercée en Afghanistan, en Irak, de l'occupation par des pays occidentaux, ce rejet de l'occupation et de la présence au sol de soldats occidentaux. La deuxième, c'est évidemment, elle se nourrit des ressources de cette région, puisqu'ils sont emparés de régions pétrolifères qui leur permettent d'avoir des ressources, je dirais, infinies, si tant est qu'un État terroriste a besoin de ressources. Vous savez, pour faire des opérations terroristes, il ne faut pas des ressources infinies. C'est pas envoyer
c'est pas envoyer une fusée sur la Lune de faire des attaques. Hélas, c'est relativement peu coûteux. Et enfin, elle se nourrit d'une espèce de geste, si on peut appeler ainsi, qui a permis d'attirer toute une mouvance de combattants étrangers radicalisés que nous n'avons pas observé jusqu'à présent dans ces proportions dans les conflits des 20 dernières années. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des combattants étrangers dans les Balkans, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des combattants étrangers en Afghanistan, je dis que les proportions auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, du nombre de combattants étrangers et de cette volonté d'aller faire le djihad, nous ne l'avons jamais observé dans ces proportions. Alors, la question de vous poser, c'est sommes-nous efficaces dans la lutte contre Daesh? C'est ça. Il faut que j'y réponde. On n'est pas efficace. On n'est pas efficace. Parce que nous avons eu des attitudes extrêmement contradictoires face à la montée de ce phénomène. Et vous avez vu que la coalition qui s'est engagée contre Daesh à compter de l'automne 2014 est une coalition qui, tirant bénéfice des enseignements de la présence au sol, a décidé de n'agir que par l'arme aérienne, par des bombardements. Et donc, la coalition, sous commandement américain, avec des avions français, a participé à de nombreuses opérations de bombardement, quelques milliers, 14 000. Mais ces opérations, on ne gagne pas, on ne gagne pas une guerre par des opérations aériennes uniquement. Empêcher la prolifération de métastases impose d'une certaine façon d'être au sol. Et donc nous avons une équation impossible à résoudre, mais qu'il faut résoudre. L'équation impossible à résoudre, c'est nous ne voulons pas, et je pense que c'est très bien, envoyer des troupes au sol. Car nous provoquerions de nouveau un rejet encore plus accru de ce que nous représentons. Pour autant, nous savons tous ceux qui traitent de ces questions, nous savons tous que les opérations aériennes ne suffiront pas. Et donc, il faut impérativement que se constitue une coalition régionale de troupes au sol décidées à reconquérir progressivement, avec l'appui que nous pouvons consentir à leur profit, avec des forces aériennes principalement, avec d'autres forces plus spécialisées très probablement. Il faut que se constitue une coalition, que cette coalition ait un commandement unique, qu'elle ait également une composante terrestre régionale composée de soldats originaires des pays mitoyens, extraordinairement concernés par cette profonde déstabilisation de ce pays et qui, progressivement, va reprendre le contrôle de ces territoires qui sont aujourd'hui sous l'autorité de Daesh. Il faut également, dans le même temps, confier à cette coalition le mandat de s'attaquer à l'ensemble des leviers qui aujourd'hui permettent à Daesh une certaine forme de puissance. Donc il faut s'attaquer au levier du pétrole. Plus un centime ne doit être tiré du pétrole. Il faut s'attaquer au centre de commandement, bien évidemment, de Daesh. Il faut probablement accepter que des pays avec lesquels nous entretenons des relations difficiles, à juste titre, jouent un rôle qui est un rôle premier dans cette reconquête. Et il faut, je le rappelais tout à l'heure, mais je le redis, il faut absolument un commandement unique de cette coalition, car une coalition, j'ai été à la tête d'une coalition, je peux vous assurer que c'est compliqué à faire fonctionner, c'est beaucoup plus compliqué qu'un commandement national, où vous n'avez que des forces de votre propre pays. Et il faut donc absolument créer une coalition parce que
Daesh, cet islamisme radical, menace non seulement l'ouest de l'Europe dans lequel nous sommes, mais également bien d'autres pays, et en tout cas certainement la Russie. Car on oublie toujours, lorsqu'on voit la Russie aujourd'hui, que beaucoup de combattants étrangers combattant aujourd'hui dans cette région-là sont en provenance de Russie ou de régions très proches de la Russie. Donc c'est très très important de comprendre cela. Ça demande énormément d'efforts, ça demande un aggiornamento assez puissant de ce que nous avons fait jusqu'à présent, et je ne vous le cache pas, ça demandera du temps. Ça demandera du temps. N'imaginons pas que le problème puisse être résolu très rapidement. Il faut également, à mon avis, comme dernier éclairage, qu'il y ait des gestes politiques qui soient obtenus de la part des belligérants. Lorsque vous regardez la situation syrienne aujourd'hui, vous avez une quantité considérable de belligérants. Je suis même incapable, au fond, d'en établir une liste exhaustive. Je ne sais même pas si quelqu'un serait capable d'évoquer ces centaines de mouvements qui s'opposent tous les uns aux autres dans un espèce de chaos généralisé. Je crois que là, il faut une vision politique de ce que nous souhaitons de la Syrie et de l'Irak de demain. Et dans cette vision politique, où ces pays recouvreraient leur souveraineté et la stabilité, il faut absolument obtenir que les mouvements qui aujourd'hui se déchirent dans une guerre civile acceptent peut-être un cessez-le-feu, en tous les cas d'arrêter cette guerre civile de façon à faire face à l'ennemi le plus dangereux. Et l'ennemi le plus dangereux, c'est incontestablement Daesh et peut-être certains mouvements liés à Al-Qaïda qui aujourd'hui sont un peu oubliés, mais qu'il ne faudra pas oublier. Voilà, c'est ça, me semble-t-il, qui va permettre de faire les clés du succès. Mais on a perdu beaucoup de temps. On a laissé les métastases proliférer, se renforcer, diminuer les organismes qui étaient déjà profondément affaiblis, et reconstituer les globules rouges sains, les globules blancs sains, limiter la prolifération des métastases et remonter un organisme affaibli, vous serez tous bien installés dans la vie active lorsque ça se produira. Alors, est-ce que ça vous inspire une autre question ? Je pensais en fait, est-ce que vous pourriez revenir, c'est un peu délicat peut-être, sur une expression qu'on entend souvent par rapport à ce qui se passe, de guerre totale. Est-ce qu'elle vous semble adéquate par rapport à votre expérience ou... Voilà. Non, elle me semble pas adéquate. Elle me semble pas adéquate pour les raisons suivantes. C'est que dans notre acception du terme guerre totale, c'est imaginer que les conséquences de la guerre aboutiront à l'effondrement du pays dans lequel vous vivez. C'est ça les conséquences de la guerre totale. C'est-à-dire, si on remonte à la Deuxième Guerre mondiale, où il y a eu une guerre totale, je pense que la Pologne occupée par les nazis, il n'y avait plus d'État polonais. Plus du tout. Il y avait un gouvernement polonais en exil, mais me semble-t-il était à Londres de mémoire. Donc ce gouvernement polonais était en exil et à Londres. Donc il n'y avait plus du tout de colonne vertébrale, il n'y avait plus rien. C'était la guerre totale, l'anéantissement complet. D'ailleurs, Varsovie a été réduite en cendres, etc., etc. Épouvantable. Donc là, la guerre totale, écoutez, je crois qu'il faut être optimiste quand même. À un moment donné, il faut être optimiste. C'est vrai qu'on a laissé se proliférer des métastases dans cette région. C'est vrai que cette région a vécu des temps très difficiles depuis longtemps. Enfin, qui peut imaginer que nos pays, qui sont puissants, qui sont magnifiques, qui sont déterminés, qui sont motivés, qui sont enthousiastes,
puisse s'effondrer face à la première menace. Je ne dis pas on vient de traverser des temps très difficiles. On en traversera encore, hélas. Mais enfin, qui peut imaginer que nos pays vont s'effondrer? Ils ne se sont jamais effondrés au pire moment de notre histoire. Et donc je ne vois pas les conditions dans lesquelles nous pourrions être conduits à avoir une guerre totale qui remettrait en cause, peut-être que je manque d'imagination, hein, je disais que j'étais un optimiste, qui remettrait en cause notre existence même. Je pense au contraire qu'il est temps aujourd'hui de s'emparer de cette question, il est temps de désigner cet ennemi, de le désigner de façon absolue et de le traiter avec une immense fermeté et une très grande continuité. Et il ne doit pas y avoir de tempo dans la guerre que nous allons mener face à cet adversaire résolu, tant il incarne précisément tout ce que nous rejetons et ce que nous abhorrons. Merci mon général. Je crois qu'effectivement le problème est que Daesh mène contre nous une guerre totale en s'émancipant totalement de tous les principes, les règles du droit de la guerre, et que nous on a bien effectivement une guerre multidimensionnelle parce qu'on mobilise des éléments de guerre classique internationaux, des éléments de police interne, mais c'est pas la guerre totale au sens classique. Alors maintenant on va laisser la parole à la salle. Donc oui, allez-y. Allez dans l'ordre. Est-ce que vous voulez le micro ou... Je ne sais pas si... Bonsoir. Bonsoir. En fait, je suis polonaise et je fais mes études en double diplôme avec Sciences Po et Center for European Studies de l'Université de Cracovie. Et en fait, mon intervention consiste en un commentaire et une question. Donc tout d'abord, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit au début, avec la menace qu'on comprend tout à fait différemment en Pologne, par exemple, et ici en France. Et vous êtes revenu à ce point-là à la fin de votre discours, parce que c'est vrai que la Pologne n'a pas existé deux fois. En fait, elle n'a pas existé pendant 123 ans. Elle était effacée de la carte de l'Europe. Elle a recommencé à exister après la Première Guerre mondiale. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, on n'a pas eu notre gouvernement en Pologne. Oui. Et même, en fait, j'ai l'impression que mes collègues confondent que la Pologne n'est pas un pays post-soviétique, c'est un pays post-communiste. On a eu un gouvernement qui était quand même polonais, sous influence de Moscou, mais c'était un organe pas tout à fait indépendant, mais quand même un autre organe. Donc on a beaucoup lutté contre ce sentiment de ne pas exister. Et j'ai l'impression que les pays de l'Ouest, comme France, l'Angleterre, l'Allemagne, n'ont jamais confronté vraiment ce sentiment de ne pas exister. Et c'est pour ça que dans le discours politique, dans le discours public en Pologne, en Europe, les politiciens et aussi les Polonais, tout simplement, sont même hystériques à ce point-là, à ce point de défense. Parce qu'on a toujours dans notre mémoire qu'on n'a pas existé et ça peut recommencer. Voilà, donc ça c'est mon commentaire. Et on peut le comprendre. Voilà, mais j'ai l'impression que même des Français peuvent le comprendre. Même des Français peuvent le comprendre. On espère. On espère qu'on va trouver des points communs là-dessus. Et ma question, c'est sur l'éthique. Parce que j'ai aussi l'impression qu'on commence à se poser la question sur l'éthique des interventions dans d'autres régions. Parce qu'on peut voir que Daesh se nourrit de la haine contre les interventions occidentales à ces régions. Et est-ce que c'est vraiment la nécessité d'y intervenir si ça se passe ainsi? Voilà. Merci beaucoup. Je pensais avoir répondu, mais je vais recommencer. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr qu'il faut intervenir.
Bien sûr qu'il faut intervenir. Ce que je dis toujours, c'est qu'on peut intervenir intelligemment. On n'est pas obligé de commettre ou de recommettre toutes les erreurs du passé. Et nous avons commis des erreurs. Il est bien de le reconnaître parfois. Et de façon à ce que nous préparions et nous aidions surtout ces peuples qui par ailleurs sont liés à nous depuis très longtemps. Vous savez, la Syrie, c'est un pays qui est lié à la France, d'ailleurs à la Grande-Bretagne et à la France, de façon très très indissoluble, j'allais dire indissoluble. C'est un pays très proche de nous, c'est un pays que nous aimons beaucoup, que nous connaissons très bien. Et donc, c'est des pays et des peuples qui souffrent profondément de ce qui se passe. Tous ces migrants qui quittent parce qu'ils ne peuvent plus vivre, ils n'ont plus les conditions basiques de vivre. À l'évidence, cette question doit être traitée et il faut permettre aux Syriens de retrouver un espace de vie chez eux qui leur permette de bâtir leur propre avenir. Donc je pense que oui, il faut intervenir. Je ne rentrerai pas dans les modalités de cette intervention, j'en ai évoqué tout à l'heure, mais je pense qu'il faut intervenir, on peut le faire intelligemment, on peut tirer les leçons de ce qui s'est fait dans d'autres régions du monde d'ailleurs assez proches, et on peut permettre à ce pays de recouvrer sa souveraineté et sa liberté, mais ça demandera du temps, ça demandera beaucoup de détermination, ça demandera de grands efforts et de grands sacrifices. Il y avait une autre question, oui. Pardon. Bonsoir mon général, merci pour votre intervention. Vous nous disiez tout à l'heure qu'il y avait de profondes divergences de vues entre les pays européens sur la nature des menaces. Alors je voulais savoir selon vous quelles étaient les menaces principales pour l'Europe au-delà de la perspective française. Daesh, les groupes djihadistes affiliés, la Russie, est-ce que la Russie est une menace potentielle pour l'Europe, ou de manière plus globale, la Chine, d'autres éléments. Si on voit le monde qu'en termes de risques, on va se désespérer tous les matins en se rasant. Hein? Non, il ne faut pas voir le monde en termes de risques. Il faut voir le monde en termes d'opportunités. Voilà, des opportunités. Et puis il faut voir le monde comme un monde qui est devenu beaucoup plus petit et beaucoup plus proche. Vous, votre génération, vous voyagez tout le temps, la mienne voyageait un petit peu moins. Je me suis rattrapé depuis. Mais ce monde est un village. Et nous avons eu beaucoup plus de points communs que de points de divergence. En revanche, il me semble que vraiment, je le dis franchement, parce qu'on a toujours tendance à tourner un petit peu autour de... Je pense que nous avons une menace clairement identifiée. Cette menace, elle est au sud, principalement. C'est l'islamisme radical. Et cet islamisme radical, il s'oppose au progrès, à la démocratie, à la modernité, à la liberté. Voilà. C'est celui que j'identifierai le plus. Des experts de géopolitique dans vos cours d'université vous parleront de la Chine au XXIe siècle, de l'Inde au XXIIIe et de la Papouasie au XXIVe. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut toujours échafauder. C'est pas ça qui me semble le plus préoccupant. Ce qui me semble le plus préoccupant, c'est de retrouver qu'un certain nombre de pays puissent se redresser, se moderniser, nous accompagner, et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ils sont directement menacés. Et pour certains d'entre eux, ce ne sont même plus ce qu'on appelait des États faillis. Ils se sont effondrés. Vraiment effondrés. Et il faudra les reconstruire. Et il faudra que nous les aidions. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas de possibilité. Si nous ne retrouvons pas des conditions de vie normales, entre guillemets, si vous voulez, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, conditions de vie normales? Mais c'est des conditions de vie normales. Je ne vais pas vous les définir autrement. Puisse se marier, vivre, protéger ses enfants, aller à l'école, se nourrir, se développer, etc. Si ces pays ne retrouvent pas, nous avons un devoir, d'une certaine façon, dans ce village qu'est la Terre, nous avons un devoir, nous autres pays privilégiés, pays qui avons connu ces périodes très douloureuses dans le passé, dont nous sommes sortis, qu'il ne faut jamais oublier. Nous avons le devoir d'aider ces pays, de leur tendre la main
et de leur proposer des clés, des solutions qui leur permettront de se redresser progressivement. Il ne s'agit pas de leur imposer nos solutions. Vous savez, je ne suis pas du tout... je ne voudrais pas que vous partiez d'ici, surtout ne jamais faire d'assimilation entre l'islam radical et l'islam. Mais jamais. Entre le salafisme et l'islam. C'est une erreur, mais sans nom. Et pour ceux qui ont vécu un peu dans ces pays-là, c'est vraiment à des années-lumière de ce que je pense. J'ai jamais pensé ça. En revanche, des États terroristes, qui sont des États qui piétinent de façon aussi ostensible toutes les valeurs qui ont été les valeurs de civilisation qui sont les nôtres, il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative. On peut le faire intelligemment. Mais il n'y a pas d'alternative. Et ensuite, nous devrons accompagner ces pays et nous devrons les aider à se redresser. Oui. Bonsoir, mon général. Vous avez fustigé à juste titre avant l'absence d'unité de politique de défense en Europe. Et c'est clair que c'est une faiblesse énorme au niveau de la structuration d'une défense. Mais ne pensez-vous pas qu'il y a un deuxième facteur au moins aussi grave, c'est que la population changeant, augmentant, les priorités des gouvernements changeant également, et c'est peut-être là le problème, pour donner une satisfaction apparente aux populations, en fait surtout assurer leur réélection, car qu'on le veuille ou non, c'est le problème de la démocratie, le gouvernement et ses membres tiennent avant tout à être réélus et à conserver les privilèges qui vont avec, qui sont, même s'ils sont moins nombreux par le passé, restent quand même encore conséquents, et ont provoqué une dispersion des dépenses vers des secteurs sociaux, vers des secteurs culturels. Et bien évidemment, vu que les fonds ne sont pas infinis, quand on dépense plus d'un côté, c'est un banal problème de vase communicant, a fortiori dans un pays ou dans des pays qui traversent des crises économiques graves. On coupe, on fait des coupes ailleurs, et ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, vous le savez très bien, que X régiments ont été supprimés, X forces de police ont été supprimées, et on voit aujourd'hui ce que cela donne. Alors, ne pensez-vous pas que la sécurité est quand même le premier droit d'un habitant d'un pays, quel qu'il soit, qu'on soit en Espagne, en France, au Luxembourg, au Danemark, peu importe, c'est la même chose, et qu'à un moment, il faut savoir trancher. Autrement dit, je vais être beaucoup plus clair, est-il encore indispensable que l'opéra soit accessible à tout le monde à 5 ou 10 euros ? L'opéra, pour moi, ça ne me choque pas que cela devienne un luxe à 200 ou 300 euros, et vont à l'opéra ceux qui peuvent se le payer, et n'y vont pas ceux qui ne peuvent pas se le payer. Est-on obligé de conserver, je ne sais pas moi, des subventions? Ça peut sembler un point de détail, mais je l'avais évoqué avec Frédéric Mitterrand il y a 2 ans de ça. Est-on obligé de continuer à subventionner des monuments historiques comme Chenonceau, qui appartient à une famille très riche, la famille Meunier, ou Vaux-le-Vicomte, qui appartient au vicomte de Voguet, qui ont largement les moyens de s'autofinancer? Est-on obligé encore de faire de plus en plus de social en accueillant des migrants dont on n'a que faire, alors qu'on n'a déjà pas d'argent pour satisfaire nos propres populations? Y a-t-il un moment où il ne faut pas savoir faire des coupes sombres au profit du premier droit qu'a tout citoyen, quand il sort de chez lui, avoir la certitude qu'il rentrera chez lui, non pas dans un cercueil, mais avec ses 2 jambes et ses 2 bras? Juste pour prolonger ces 2 aspects politiquement peut-être un peu incorrects, et les lier à ce que vous avez dit. Voilà, mais effectivement, je vais vous suivre sur 2 pistes. Effectivement, vous regrettez le fait qu'on n'ait pas de visionnaire, qu'il faille être patient. Mais est-ce qu'on peut être visionnaire et patient dans des États démocratiques où effectivement on est le nez sur des considérations électorales et on a du mal à bâtir des considérations stratégiques? Et de ce point de vue-là, est-ce qu'on n'est pas désavantagé par rapport à des États sur la Russie? Et là, et je prolonge aussi, alors d'une manière peut-être moins provocatrice, mais vous, en fin connaisseur des États-Unis, c'est vrai que commence à se faire jour cette idée que le niveau de protection sociale en France a permis, y compris dans les banlieues, de maintenir les gens dans des conditions de misère douillette, mais sans aucune mobilité sociale. Et ça, toutes les études montrent qu'aux États-Unis, vous changez de classe sociale en une génération. En France, c'est pas possible. Et ça a quand même peut-être facilité des processus de radicalisation, alors qu'aux États-Unis, eh bien effectivement, on a l'impression que quelle que soit la classe ou la communauté de départ, il y a une possibilité plus grande de s'accomplir et moins de ressentiment contre la société américaine qui se fait jour malgré des situations de crise économique qui sont effectivement moins graves qu'en Europe. Je ne rentrerai pas dans ce débat.
Je ne le partage pas. D'accord. Je ne le partage pas. Et je vous le dis très sincèrement, parce que je n'ai pas vraiment l'habitude de la langue de bois. Ça n'a jamais été ma caractéristique, et je ne pense pas que ça le sera un jour. La raison d'être d'un État, c'est la protection de ses citoyens. Il me semble que la France n'y a pas failli. On peut toujours argumenter à l'infini sur le pourcentage du budget nécessaire pour répondre aux impératifs de sécurité. 2%. Il y a 129 personnes qui ne peuvent plus vous répondre. Juste, on Je laisse la parole. vous ai laissé la parole, je préfère aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Donc on peut toujours argumenter à l'infini sur ce qu'il aurait convenu de faire et imaginer que d'avoir investi ou dépensé 2 milliards d'euros de plus aurait permis d'éviter ce genre de fait. Je ne le pense pas. Hélas, je ne le pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait un lien automatique entre les dépenses de sécurité et la réalité de cette sécurité dès lors que vous avez affaire à des gens qui disposent de ressources quasiment infinies, puisque pour nombre d'entre eux, ils veulent mourir, ils recherchent la mort, ce qui est même assez caractéristique et assez différent de ce que nous sommes, vous et moi, ici, qu'ensuite, ils ont des moyens d'opérer qui sont extrêmement difficiles à détecter, autant des moyens étatiques extrêmement sophistiqués peuvent affronter une menace qui est une menace sophistiquée, autant ces moyens mis en œuvre pour terroriser, pour agir par la terreur, pas terroriser. Les Français ne sont pas terrorisés. Je n'ai pas vu de Français terrorisés. J'ai vu des Français qui ont été frappés par la terreur. Je n'ai pas vu de Français terrorisés. Je crois qu'on ferait une lourde erreur d'analyse que de le penser. Vous ne seriez pas là ce soir à aller prendre le bus ou le tramway de Strasbourg pour rentrer chez vous les uns et les autres. Si vous l'étiez terrorisé. Vous ne l'êtes pas. À l'évidence, vous ne l'êtes pas. Et donc je pense que personne d'entre nous ne l'est. Nous comprenons tous qu'il y a une capacité de frappe. Mais nous savons tous aussi que la mobilisation des forces de sécurité est réelle, que leur efficacité est redoutable, elle est remarquable. Remarquable serait mieux que redoutable. Je pensais au sous-marin nucléaire français. Elle est remarquable. Alors ensuite, on peut toujours épiloguer. Mais la raison d'être d'un État, c'est de défendre et d'assurer la protection de ses concitoyens. Il me semble que notre pays n'y a pas failli, d'autres non plus. Alors maintenant, vous posez une question qui était un peu plus une question européenne. Je pense que... qui était aussi bien valable sur le territoire français que sur l'ensemble de l'emprise du territoire européen. On peut donner l'exemple, on n'est pas obligé d'attendre que d'autres nous le donnent. Je pense que nous avons besoin certainement d'échanger, d'harmoniser, très probablement d'investir et de mieux coordonner. Et il y a toujours des choses à faire en la matière. Vous savez, lorsque vous disposez d'un outil militaire, et j'ai disposé d'un outil qui était profondément efficace. On imagine que lorsque on arrive, tout fonctionne. Non, il y a beaucoup de choses qu'on peut toujours faire. Il y a énormément d'actions qu'on peut mener. Il y a énormément d'idées nouvelles. Il y a des équipements, il y a de la formation. Il y a une quantité de choses qu'on peut faire. Mais je pense qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où la sécurité n'est pas garantie. Nous déplorons tous des morts, profondément. Tous les pays européens ont été frappés par des attaques terroristes successives. Je me souviens qu'il y a une dizaine d'années, c'était Londres qui était frappé dans des conditions un peu similaires, pas tout à fait similaires, mais un peu similaires. Donc, il me semble qu'il y a eu des mesures qui ont été prises. Il me semble que là aussi, des mesures ont été prises. Il me semble que des mesures devront être prises. Mais je crois que nous serions bien inspirés en la matière d'avoir un regard assez rassemblé et d'unité. Ça n'exclut pas la critique démocratique pour savoir s'il ne faut pas investir un peu plus dans tel secteur et un peu moins dans tel autre, mais ça dépasse de très loin mes compétences.
Oui, puis n'oublions pas qu'il y a eu 32 000 personnes tuées par des actes terroristes en 2015, et la plupart, enfin les 3 pays les plus touchés ne sont pas des pays européens. Alors qu'effectivement, dans nos sociétés ouvertes, il n'est pas possible de se protéger absolument. On ne se console pas du malheur de l'autre. Bien sûr. Est-ce qu'il y avait une question? Merci. Bonsoir, mon général. Je voudrais simplement revenir sur ce projet, cette idée de coalition de pays limitrophes de la Syrie dont vous avez parlé auparavant. Vous avez évoqué avec raison le fait qu'à l'intérieur même des frontières de la Syrie, des entités qui combattent Bachar el-Assad et qui combattent l'État islamique, on a des divisions extrêmement importantes. Je pense que la même problématique se pose pour les pays limitrophes de la Syrie. Donc je voudrais avant tout savoir de quel pays vous parliez. Si on prend le Proche-Orient et le Moyen-Orient au sens large, pensez-vous qu'il soit réaliste aujourd'hui d'inclure dans une même coalition l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Iran, la Turquie? D'un point de vue d'abord stratégique, pensez-vous qu'on constate bien que ces pays n'ont pas les mêmes objectifs? Certains voulant plutôt assurer le maintien de Bachar el-Assad au pouvoir, d'autres au contraire voulant l'en éjecter. Et d'un point de vue simplement opérationnel, pensez-vous que dans un avenir proche, des soldats saoudiens acceptent d'intégrer une coalition avec un commandement unique iranien, des soldats iraniens avec un commandement unique israélien, des soldats kurdes se battant par exemple dans une coalition évidemment un commandement turc? Donc pensez-vous qu'il soit réaliste de parler aujourd'hui d'une coalition au sol, unie et unifiée avec un objectif unique dans le contexte de la crise que nous connaissons aujourd'hui? Il n'y a rien de plus réaliste. Il n'y a rien de plus réaliste. C'est la façon dont vous présentez les choses qui n'est pas réaliste. Mais bien sûr qu'il n'y a rien de plus réaliste. Vous savez, les coalitions qui sont... Les coalitions qui sont constituées au fil du temps, elles partageaient une vision principale de la menace. Elles ne partageaient pas forcément des visions secondaires. Je vais prendre un exemple de géopolitique. Oui, je vais parler sans micro, j'ai encore une bonne voix. Je vais prendre l'exemple un exemple de géopolitique classique. Yalta. Un président Roosevelt affaibli et qui meurt quelques semaines après Yalta. Un maréchal Staline tout puissant, et un Churchill, un premier ministre britannique, qui a une conscience aiguë des rapports de force. Vous pensez que le premier ministre Churchill, vous avez lu dans ses mémoires qu'il partage toutes les conclusions du sommet de Yalta? Vous pensez qu'il n'a pas une conscience aiguë de ce qui est en train de se produire, et en même temps il l'accepte parce que l'objectif principal impose un certain nombre de compromis qui seront d'ailleurs payés très chèrement par les peuples ensuite. Et là, ce que vous évoquez, la façon dont vous l'évoquez est irréaliste. Voilà. Si vous pensez que, si vous évoquez que les Saoudiens vont se mettre sous commandement israélien pour combattre avec les Iraniens, je ne pense pas le voir de mon vivant. Voilà. Je ne pense pas le voir peut-être de votre vivant, mais pas de mon vivant. Donc c'est pas comme ça qu'il faut voir la coalition. Pas comme ça. Par contre, qu'il y ait une conscience partagée de ce qu'est cet ennemi commun et qu'un certain nombre d'opérations et de mise à disposition de moyens soient réalisés par ces différents pays que vous évoquez au profit d'une coalition dont les termes doivent être précisément discutés aujourd'hui, oui, il me semble que c'est réaliste. Il me semble que des mouvements d'opposition à Bachar el-Assad, qui sont aujourd'hui soutenus par les régimes du Golfe que vous avez évoqués,
qui sont portés à bout de bras par les pays du Golfe que vous avez évoqués. J'imagine que ces mouvements peuvent infléchir leur position, au moins temporairement, pour faire face à l'ennemi commun. Au moins temporairement. Et il me semble que ça doit faire partie du débat, ça fera partie du débat. Dans quel délai, sous quelle modalité, je ne sais pas, c'est à ceux qui ont à en traiter de voir un peu comment les choses se feront. Mais par contre, oui, une coalition rassemblant face à une menace essentielle et permettant à ces pays que vous avez évoqués de jouer chacun une partie du rôle dans une partition assez complexe. Car hélas, on vote toujours vers l'Orient compliqué des idées simples, c'est ça? Comme disait le général de Gaulle, on vole vers l'Orient compliqué des idées simples, quelque chose comme ça. Une phrase comme ça. C'est vrai que c'est très compliqué. Et c'est vrai que c'est très enchevêtré. Mais je pense que la perception de la menace créera vraiment une vraie différence. J'en suis profondément convaincu. Ça prendra peut-être un peu de temps. Un peu de temps. Je ne dis pas que ça va se faire la semaine prochaine. Peut-être. Mais peut-être que je suis persuadé que ça va se faire. Par contre, je suis persuadé que ça va se faire. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question? Sinon, je vais vous relancer sur la difficulté d'être visionnaire et patient en démocratie. Alors, bonsoir. Monsieur Général, moi j'ai une question. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, alors qu'aujourd'hui dans les médias on entend parler de frappes aériennes chirurgicales précises, le mois dernier j'ai pu entendre que sous commandement américain, des frappes aériennes et pendant 1 heure pilonnaient un hôpital en Syrie, alors que Médecins sans frontières avait communiqué les coordonnées GPS au préalable. Enfin, pour moi c'est énigmatique et peut-être vous avez une réponse. Ce que vous dites là, je ne vais pas répondre à cette question précisément. Ce que vous dites là, c'est la responsabilité du chef sur le terrain, qui prend des décisions et qui croit qu'il dispose de tous les éléments lui permettant de décider. Parce que les rapports de renseignement, les analyses qui ont été faites sont complètes. Et qu'il n'y a rien de pire que de ne pas décider. Il n'y a rien de pire que de ne pas décider en se disant « je ne suis pas sûr d'avoir tous les éléments les plus précis ». Il faut prendre des décisions. Hélas, on se trompe. Hélas, on se trompe. Et dans le brouillard de la guerre, des innocents meurent. Et la question que vous posez, c'est la question comment se fait-il dans un monde aussi technologique, aussi connecté, où une caméra portée par un objet volant, quel qu'il soit, permet de lire le journal que lit la personne qui se balade dans la rue. Comment est-ce que des erreurs comme ça peuvent encore être commises? Je crois qu'au 3e millénaire, il en sera encore ainsi. Le brouillard de la guerre, c'est un brouillard qui est épais et qui ne se dissipe pas toujours fréquemment. Nos adversaires ont appris également à jouer de ce brouillard et à exposer des populations innocentes de façon délibérée, à les placer à proximité de centres qu'il faut frapper, car ce sont des centres de pouvoir, ce sont des centres de commandement, ce sont des centres terroristes. La question que je vous pose, lorsque vous vous mettez dans cette situation qui n'est pas un jeu de guerre, ce n'est pas un jeu de guerre sur Internet ce dont je vous parle, c'est la responsabilité du chef. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous décidez de ne pas agir au risque de provoquer des drames infiniment supérieurs? Ou vous décidez de prendre toutes les précautions pour éviter que des dégâts collatéraux, dans le terme militaire, c'est ce que nous employons, collateral damages, se fassent? C'est une question que chacun d'entre nous, on a le devoir de se poser. Parce que ce n'est pas une question simple. Et ce n'est pas une question qu'on peut résoudre aisément. Et ce n'est pas une question où quelqu'un répondra à votre place. Personne ne répondra à votre place. Personne ne sera au bout du fil pour prendre la décision que vous avez à prendre. Voilà. Je préfère vous répondre comme ça. Mais je comprends bien votre espèce d'incrédulité profonde que je vois dans votre regard sur, avec tous ces outils
époustouflants qui sont à notre disposition, comment peut-on faire des erreurs encore comme au Moyen-Âge? Hélas. Deux observations complémentaires. D'abord, effectivement, ne sous-estimez pas la difficulté de combattre un ennemi qui, justement, a cette vision génocidaire de l'islam, indéfendable d'un point de vue théologique, et qui utilise tous les moyens contre nous sans s'encombrer d'aucune garantie juridique, d'aucun encadrement juridique. Et puis ensuite, effectivement, vous pourriez multiplier la liste. Comment se fait-il que l'ambassade de Chine soit détruite à Belgrade par une frappe américaine? Comment se fait-il? Et on pourrait égrener toute une série de faits. Maintenant, si votre conclusion est que les États-Unis ou des coalitions dirigées par l'Union européenne ou l'OTAN sciemment vont cibler des populations civiles ou des hôpitaux, ça je vous assure que c'est vraiment pas le cas. C'est un processus. Oui, non, mais c'est un processus très précautionneux, très compliqué, avec effectivement des règles très précises où on va admettre un certain risque de dommages collatéraux qu'on contrebalance avec un avantage militaire concret. C'est conformément d'ailleurs à un article précis d'une convention de droit international humanitaire. Et je vous assure qu'il y a des processus très compliqués et qui gênent l'action du chef et qui en plus laissent entière la responsabilité du chef militaire. Mais effectivement, quand il y a des frappes tous les jours dans des circonstances aussi difficiles, c'est-à-dire que vous n'avez pas un ennemi qui vous donne rendez-vous le lendemain matin sur les plaines d'Abraham pour en découdre, eh bien ces faits-là, ils continueront à arriver. Il se peut même que dans la chaîne de commandement américaine, il y ait quelqu'un qui, sciemment, en sachant qu'il viole le droit international humanitaire, prenne ce risque-là. Mais de là à dire que les États occidentaux, dans des coalitions ad hoc, ou au sein de l'OTAN et de l'Union européenne, quand vous voyez la place des conseillers juridiques, s'arrange pour ne pas respecter le droit international humanitaire, et donc une cible protégée, qui est un hôpital, ça je vous assure que ce n'est pas le cas. En tout cas, moi, c'est pas ce que j'ai vu, et je vous parle très franchement. Le plus difficile, c'est pas de... Le plus difficile, ce n'est pas d'agir. Le plus difficile, c'est de renoncer. C'est-à-dire d'accepter de ne pas saisir une occasion qui est peut-être unique de frapper. Parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'ennemi que nous combattons, c'est un ennemi qui est extrêmement fugace, qui est très difficile à détecter. On ne combat pas des divisions blindées, des bateaux contre des bateaux, des avions contre des avions. C'est un ennemi extrêmement fugace, qui émet un signal extrêmement rapide. Et quand vous avez la certitude, parfois à tort, que celui que vous recherchez et qui a commis des actions innommables peut être frappé, je dirais que c'est la responsabilité du chef que de décider de le faire ou de renoncer compte tenu de ce que vous évoquez. C'est de la responsabilité. Bien, je crois qu'on en a fini. Il est 20h25. Je rends la parole au vice-président de l'université pour quelques mots de conclusion. Je crois que les mots de conclusion vont être rapides. Merci à toutes et à tous. Et merci surtout au général de Babankov d'avoir été parmi nous. Et merci aux étudiants. Merci à Alexis.